Et maintenant, Radio Nebia vous présente l'émission Livrons-nous. Une émission dans laquelle des joueurs de grands singes ont enfin découvert comment ouvrir un livre. Vous allez voir, ils sont contents. Bon, par contre, ils s'arrêtent plus de parler, mais ça va dans le bon sens, tout ça. Voilà. George Orwell, 1984. À chaque palier, sur une affiche collée au mur, face à la cage de l'ascenseur, l'énorme visage vous fixait du regard. C'était un de ces portraits arrangés de telle sorte que les yeux semblent suivre celui qui passe. Une légende sous le portrait disait « Big Brother vous regarde ». À l'intérieur de l'appartement de Winston, une voix sucrée faisait entendre une série de nombres qui avaient trait à la production de la fonte. La voix provenait d'une plaque de métal oblongue, miroir, terne, encastrée dans le mur de droite. Winston tourna un bouton et la voix diminua de volume, mais les mots étaient encore distincts. Le son de l'appareil, du télécran comme on disait, pouvait être assourdi, mais il n'y avait aucun moyen de l'éteindre complètement. Winston se dirigea vers la fenêtre. Il était de stature frêle, plutôt petite, et sa maigreur était soulignée par la combinaison bleue, uniforme du parti. Il avait les cheveux très blonds, le visage naturellement sanguin, la peau durcie par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées et le froid de l'hiver qui venait de prendre fin. Ça rime presque. Ouais, les lames de la victoire. Mais en plus, les clopes, elles s'appellent comme ça dedans. C'est les cigarettes de la victoire, c'est la folie. Je sais. Pour le coup, c'est la première fois que... comme je te disais hors antenne, c'est la première fois que on me lit un truc que j'ai déjà lu, pour le coup. Alors ce soir, messieurs, dames, chers auditeurs, sur Radio Né, bien dans Livrons-nous, je suis avec Guillaume, un écrivain émérite. Bon, même ni écrivain ni émérite, en vrai. J'écris dans ma chambre. Et ça mérite ou pas ? Des fois plus que d'autres. Ouais. Mais après, quand je me relis le lendemain, tu sais. Alors pourquoi George Orwell ? Pourquoi même 1984 ? Justement, c'est mon livre préféré. Ouais. Ouais, c'est un des premiers vrais livres que j'ai lu, je pense. Dans le sens où c'était un livre, à la fois un roman qui pouvait se lire en plusieurs fois. Peut-être pas comme Le Petit Prince, mais c'est quand même, sans tomber dans les stéréotypes, c'est quand même le livre auquel on va se comparer à chaque fois qu'il y a un problème. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est toujours le modèle de la dystopie, quoi. Oui. C'est ou c'est ça ou c'est Soleil Vert, quoi. Dès qu'il y a des problématiques un peu environnementales, on parle de Soleil Vert. Dès que c'est des problématiques politiques, on parle de 1984, y compris aujourd'hui, ouais. Et du coup, tu as choisi un... Bon, là, c'est le début du livre qui prend pas la... Comment ça s'appelle ? Qui prend pas la... Je me rappelle plus parce que moi, je l'ai lu, mais je devais avoir... truc comme... Enfin, ça devait être il y a 5 ans, 4-5 ans, quelque chose comme ça. J'ai lu assez tard, finalement. Je l'ai lu en venant d'Angleterre. Donc, du coup, ça sonnait en plus... complètement. D'une manière particulière, parce que du coup, j'avais vu un petit peu l'espèce de culture locale. Tu vois, on va dire comme ça, comme j'y étais resté 2 ans. Et je me rappelle je crois me rappeler qu'au début, dès le début, il y a une espèce d'annexe qui prend le temps d'expliquer un petit peu ce qu'est la novlangue. Oui, même il y a tout un lexique. D'ailleurs, je crois que les premières traductions, on dit le novlangue normalement, je crois. Ouais. J'avais la chance d'avoir l'ancienne traduction. Je dis la chance parce que j'ai relu pendant mon incarcération, j'ai relu une autre version de 1984 et elle était pas édulcorée. J'ai pas rien à voir avec le milieu dans lequel j'étais. C'était juste une nouvelle édition et elle avait pas la saveur. De la traduction, la première traduction. Je crois que je vois ce que tu veux dire. Mais pour le coup, toi, comment ce livre, il t'a marqué beaucoup plus par le récit de Winston, qui est le personnage principal, pour ceux qui connaissent pas, ou plus par rapport à justement ce folklore qu'on peut retrouver dans des discours politisants, disons, des fois militants, etc. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est un peu con, mais il commence un 4 avril 1984. Ouais. Et bon, c'est mon anniversaire, le 4 avril. Ouais. C'est une date. J'avais vu ça comme un genre de signe, j'ai continué. Et je sais pas. Comment dire ? C'est vraiment le personnage qui est écrasé par justement une politique qui le dépasse complètement, je trouve. En plus, c'est un journal. Déjà, en fait, c'est vraiment l'histoire du personnage, dans le fond. Le fait qu'il commence à écrire ses pensées, que sans... Comment dire, il est très dense comme bouquin. Quand il
quand il se rend compte, tu sais, que les... Ah putain. Vas-y, mais dis-moi comme ça te vient. Et à un moment donné, il se rend compte... De son impuissance, tu veux dire. Il se rend compte surtout que le passé est réécrit de plus en plus. Ah. Et bon, il se rend pas compte en écrivant, mais il se rend compte au fil de son écriture, je dirais, il se remémore des choses. Et il y a des choses, lui, il travaille au Miniver, donc c'est le ministère de l'information. De la vérité. De la vérité, bien sûr, pardon, en novlangue, Miniver en novlangue. Il travaille au ministère de la vérité. Et justement, il travaille à recouper les informations, à les réécrire, en fait, en fonction de ce qui s'est passé. Et en réécrivant sa propre histoire, lui, dans le journal, j'ai trouvé ça complètement presque cryptique. Tu vois, ça m'avait fait peur quand je l'ai lu, ce truc. La puissance qu'il avait lui-même sur lui-même, finalement. Il pouvait réécrire le passé. En fait, il y a beaucoup, de toute façon, dans tout le livre en filigrane, il y a ce truc de l'histoire est réécrite. En écrivant le présent, elle fait disparaître le passé et le futur. Il y a vraiment un truc de, d'une certaine manière, plus même les gens, tu sais, je repense même quand ils font disparaître les gens, c'est-à-dire ils font disparaître jusqu'à à l'époque soviétique, ils faisaient comme ça. L'évocation nom, même tout, du nom. Avec Winston, il y a un moment dans le livre, il me semble qu'il a une collègue, où il parle d'une femme qui avait dû effacer son mari, ou qui en gros a vu son mari disparaître. Ça s'appelle, ouais. Et que du coup, elle avait vu son mari disparaître et elle avait aucune espèce d'explication du pourquoi, du comment, et on refusait de l'aider en fait. Putain, je sais pas si je peux spoiler le livre, oui. Oui, carrément. Maintenant, vu l'âge qu'il a, c'est bon, hein. Plus d'excuses. Hein. Il y a même un film et tout. Ah oui, je l'avais vu, mais pour moi, il n'existe pas en fait. Mes excuses. Même lui, à la fin, il meurt vaporisé dans le bar, complètement brisé. Oui, bien sûr. C'est aussi la fin. C'est le 2 plus 2 égale 5, quoi. Oui, exactement. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans le film ou pas, le 2 plus 2 égale 5. Non, c'est même dans le livre. Non, dans le livre, je sais, mais je ne sais plus si c'est dans le film ou pas. Parce que je sais, la scène finale, parce qu'effectivement, il est dans ce bar avec la femme, et qui est dans le même bar, tu sais, et qui est brisé, et il ne sait pas à quel point... Il est content, en fait, quoi. Ce qui est marrant, c'est que nous, on aurait envie de se dire, il doit se demander à quel point elle est brisée, mais en fait... Je crois que ce qui ressort, c'est que lui-même est complètement niqué, en fait. Avant de mourir, je crois qu'il se réjouit de la production, un truc comme ça. Complètement, ouais. C'est la folie. Complètement. Toi, tu l'as lu, tu me disais, à 16 ans. Ouais, par là. Est-ce que ça a eu des impacts? Est-ce que ça t'a, pas orienté politiquement, mais est-ce que ça t'a sensibilisé à la chose politique? Est-ce que tu l'étais déjà avant? Ça, je ne saurais pas dire. Ouais. Et je crois que j'étais nationaliste par tradition, un peu, tu vois. Et ça m'a pas radicalisé, le mot il est trop fort, mais ça t'a fait peur. Oui, le livre m'a fait peur. J'ai vu vraiment l'engrenage, la pression, tout ce qui était possible de faire à quelqu'un qui était né un 4 avril, par exemple. Très belle tournure, oui. Non, mais le livre m'a marqué, c'est con. Pour le coup, on a fait pire comme livre qui marque. Mais non, ouais, ok. C'est vrai qu'il y a ce truc de pas réminiscence, mais comment dire. C'est vrai qu'on le retrouve. Nous, on a à peu près le même âge. Ouais. Mais c'est un livre qui a marqué aussi nos parents, ou en tout cas nos parents le connaissent quand même. C'est un marqueur d'époque, complètement. C'est un genre de doudou, tu vois. Je veux dire, chaque fois, vraiment, on va le comparer à la situation actuelle. C'est un livre qui est... Oui. Mais complètement. Alors souvent, moi, je trouve qu'il y a quand même un mauvais usage de ça, mais dans le sens où c'est un usage impropre. Si tu veux, si on devait faire... Comment tu ferais, toi, d'ailleurs, un court résumé de ça, si jamais il y a des gens qui l'ont pas lu? De 1984. Oui. C'est un monde divisé en plus ou moins 3 parties. Ça va être les gentils, les méchants et la zone de guerre. Et il y a une personne qui vit dans ce monde et il fait partie de cet engrenage, de l'État, en fait. D'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle. L'Océanie. Océania. C'est Océania. Ça. Oui, Océania, les États-Unis. Océania. C'est Océania. Après, il y a Eurosia, je crois, un truc comme ça. Non, l'Estasia, ouais, peut-être. Enfin, je sais qu'en gros... L'Eurasia et l'Estasia, je crois. Ouais. Ça, c'est les 2 parties qui se tirent là. Et puis, ils se défoncent dans l'Afrique méridionale, je crois. Et le Moyen-Orient. Ouais, c'est ça la zone de combat dans mon souvenir. Mais pareil, ça commence à remonter aussi, donc autant je me trompe. Non, mais c'est ça. Et même quand j'avais lu, j'avais vu des analyses sur Internet, tu sais, des cartes
du monde selon Orwell, tout ça, et j'avais vu que c'était clairement le monde actuel, quoi. Les zones, on va dire, d'influence, les zones de pillage de ressources, de combat, tout ça, c'était les mêmes que dans 1984. Avec les gentils d'un côté, donc nous, jusqu'à preuve du contraire, et les méchants, donc les autres, qui tirent des bombes, alors que les bombes sont faites par le gouvernement. Enfin, Et du coup, vis-à-vis de cet aspect, vis-à-vis de cette tradition nationaliste que tu portais, tu te voyais comment, c'est-à-dire comme la résistance, plutôt comme un Winston, c'est-à-dire pris dans un engrenage jacobin, n'est-ce pas? n'est-ce pas? Enfin, dans un engrenage, disons, qui te dépasse, institutionnel plus grand, étatiste, etc., qu'est la France, ou l'Europe, ou etc. Bon, je l'ai lu, j'aurais pu devenir communiste, tu vois, c'était l'âge, hein, entre 15 et 16 ans. Ouais. Non, Orwell lui-même était anarcho-communiste. Oui, complètement. Si je dis pas de bêtises, il s'est même battu pendant la guerre civile espagnole. Moi, j'avais cru comprendre que justement, dans 1984, il essaye de parler aux socialistes anglais. Socialistes, pas dans le sens Manuel Valls, ouais. hein. Socialistes dans le sens moitié du XXe siècle. Hein. Oui, donc oui, c'est communiste, en fait. Aime, oui, voilà. Et donc, il écrivait plus ou moins 1984 pour mettre en garde ses amis socialistes anglais contre la dérive possible, en fait, des régimes dits communistes de l'Est, quoi. C'est comme ça qu'il veut faire, quoi. Le bruit de briquet au montage. Oui, alors moi, ça, je les garde. Je garde les bruits de briquet et je regarde les canettes décapsulées. Voilà, ou les bouteilles. C'est bien, ça fait vivant. Ça fait maison. Non, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal ce truc je disais, c'est pas contre les communistes, c'est pour mettre en garde des dérives possibles d'un pouvoir fort. Toi, tu l'as pris comme ça, ou tu l'as plus pris comme voilà une bonne raison de pas être communiste? Non, j'ai plus vu comme vraiment le gouvernement. Non, merci. Oui, dans le système étatique, pas dans le sens l'État français ou n'importe lequel, ou le communisme ou un régime fasciste du XXe siècle, mais non, un genre de vérité auquel on peut croire, auquel on peut se sentir patriote ou quoi, mais qui en fait peut être basé sur un genre de mensonge, qui lui-même est à la base de torture, etc. Mm-hmm. Mais c'est vrai que toi, pour le coup, tu as même je disais tout à l'heure, en rigolant, un écrivain émérite, mais sans vraiment rigoler, parce que pour le coup, tu as écrit, tu as même été publié, il me semble. Oui, en autopublication. Ouais, en gros, c'est toi qui banques. Oui, complètement. C'est moi qui prends aussi. Et pour le coup, il y a ce truc de... tu as construit aussi un rapport à la langue dans ta vie, vis-à-vis de ce que tu produis, vis-à-vis de ce que tu penses. Puis même, je vois, même quand on est au bar ou quoi, ce n'est pas seulement des blagues, ce sont des bons mots. Oui, le logos, c'est le bien parler, naturellement. Oui, en ce moment, j'en bouffe, je me refais du déproge. Ah oui, parfait. On m'a dit, on m'a certifié qu'il était complètement de droite. Et tu sais, comme ces trucs qu'on n'écoute pas pendant longtemps, on a tendance à les idéaliser. Maintenant que je réécoute, c'est vrai que il y a un peu réac, hein, quand même. Mais enfin bref, c'est autre chose. C'est le même jeu. Ouais. J'allais dire comme Dieudonné, mais c'est pas la même soupe non plus, c'est pas le même niveau. Chose, ouais. C'est encore il est au-dessus, c'est pas le truc, mais. Et pour le coup, comme je disais, ce rapport à la langue que tu as construit, il s'est fait aussi par rapport à... Enfin, est-ce qu'à un moment... La novlangue. La novlangue, ça t'a fait... Ça m'a fait peur. Tu t'es dit, putain, il vaut mieux que j'en connaisse beaucoup des mots. Ben, quelque chose comme ça. Là, ça rejoint un peu Fahrenheit 421. Là, complètement. C'est le truc, c'est d'accumuler des choses qui peuvent se perdre assez facilement. Là, même, on voit... Il y a... J'allais comparer à... Oui, j'allais dire, il y a... Je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, sur les réseaux sociaux, quand il y a beaucoup de gens qui parlent d'une chose... Et là, en ce moment, il y a un genre un buzz, tu veux dire? Ouais, c'est ça, complètement. Je cherchais le mot comme un con. Et là, il y a plusieurs vidéos qui sortent de gens qui vont comparer la langue américaine en 90, 2000, 2010. À chaque fois, on voit qu'elle se raccourcit, comme dans 1984. Alors, bon, après, ça, c'est un travail plus chez les linguistes, mais c'est pas des travaux qui t'effraient, il me semble. Dans notre discussion, c'est déjà des sujets qui ont été abordés, mais pour le coup...
y a plein de langues qui se raccourcissent, qui en sont pas moins riches. Non, c'est pas ce que je dis, mais la taille c'est pas la taille qui compte, comme disent les autres. C'est la combinaison, à vrai dire. Oh, tu m'as dit que c'était l'odeur. Ah, regarde, je te prends un exemple tout con. Pendant très longtemps, enfin jusqu'à très récemment, dans l'histoire du mandarin, on n'était que sur du monosyllabique. Ce qui, a priori, on aurait peur que ça amoindrisse l'étymologie, par exemple, etc. Mais à vrai dire, l'association du mot « wo » avec le ton « wo », wow, comme ça, enfin avec le ton, en fait, ça indique quand même des sens, ça indique quand même des choses. Et en plus, il y a l'écriture, où souvent en Asie, beaucoup de l'étymologie est comprise dans l'écriture. Chez nous aussi, tu me diras, mais chez eux, c'est vraiment porteur d'un sens profond qui est même pas lisible de premier abord. Oui, qui est même idiomatique, quoi. C'est-à-dire, ça renvoie à un son, mais aussi à un concept. Moi, j'avais été, bon, pas choqué, mais un peu déçu, je dois avouer. Un peu déçu, comme quand on est touché par genre, un petit truc qu'on apprend, qui est important que pour nous, mais que on s'est rendu compte que c'est de la merde, ou un truc comme ça. Ouais, comme Ellen Page qui change de sexe. Je sais pas, je vois pas qui c'est Ellen Page. Oh, c'était un fantasme quand j'étais enfant. Ah. Me félicite-toi, maintenant elle va pouvoir s'assumer pleinement. Exactement. Et pour le coup, il y a ce truc de déterminisme. Comment on appelle ça? Pas le Ganji, c'est au Japon. Le yin et le yang. Non, tu sais, le petit signe pour symboliser l'écriture, tu vois, le caractère. Oui, le kanji. Mais kanji, c'est que au Japon, il me semble, non? Et je crois qu'au Japon, c'est les hiragana et les hiragana. katakana. Ok. Bon, en gros, tu as le kanji de déterminisme, qui est le même que le kanji pour la prison. Oh. Et donc, tu as le signe d'un homme et d'une maison autour. Et d'un carré autour. J'étais hyper déçu. J'étais en mode merde. Non, au contraire, là, c'est la simplicité à son paroxysme, quoi. Oui, mais je trouvais ça triste parce que dans ma vie, le déterminisme, ça a été plutôt un gage de liberté, d'ouverture, etc., d'acceptation de moi, des autres, etc. Et là, de le voir comme un emprisonnement, ça m'avait... Tu vois, j'ai eu une petite blessure. Tu vois ce que je veux dire? Bon, en tout cas, tout ça pour dire que tu avais ce truc de... La taille compte pas, on va dire. Ne serait-ce que, bon, déjà dans les mots, mais à vrai dire, même dans les structures de phrases, y a des langues très très riches qui ont 120 racines, 45 radicaux, et qui pourtant ne perdent pas en signification. C'est vrai que dans 1984, il y a beaucoup cette idée que les linguistes rattachent à l'hypothèse Sapir-Whorf, qui sont deux linguistes du 19e, bref, et qui dit que si un mot n'existe pas, alors le concept associé n'existe pas. Seulement, moi, tu vois, tout à l'heure, toi, tu me disais, c'est le personnage qui t'a vraiment beaucoup plu. Enfin, c'est au personnage que tu rattaches l'histoire. Ouais, c'est dans le personnage, il fait partie d'un tout. Tu sais, c'est la peinture en elle-même, mais c'est vraiment le détail. Oui, carrément. Mais c'est le détail riche parce qu'il va quand même lui arriver pas mal de choses dans ce bouquin. Il expérimente. Carrément. Il va expérimenter beaucoup d'interdits. Même quand il s'agit, par exemple, de ne serait-ce que faire l'amour avec des gens qui sont pas du parti, quoi. Je crois qu'elle est dans le parti. Elle est dans le parti. Elle est dans le parti, mais ils doivent se cacher. Je sais qu'ils ont pas le droit Je sais qu'ils ont pas le droit, les membres du parti, de faire l'amour avec des gens qui sont pas du parti. Oui, il y a une classe qui est complètement. Enfin, ils ont pas le droit. Ils ont pas le droit. Enfin, c'est pas dit clairement parce que justement dans cet univers-là, il y a plus de loi, mais disons que c'est très mal vu. Et en vrai, ça le ferait quand même disparaître. Voilà. C'est-à-dire que c'est des lois tacites, mais il y a quand même des lois, il y a quand même des choses à dire, il y a quand même des crimes pensés. Oui, ça c'est magnifique. Qui ne sont énumérés nulle part, et pourtant tout le monde sait ce que c'est. C'est en fait la moindre idée qui, poussée en dernière analyse, aurait un soupçon de rébellion contre le système dans son cœur, quoi. C'est surtout ça qui veut être évité, quoi. Mais pour en revenir à ce que je disais avant de me couper moi-même allègrement, je disais donc, non, oui, il y a ce truc de, en linguistique, on sait pertinemment que, on va dire, l'inconcevabilité ne va pas de pair avec l'ineffabilité.
le fait de ne pas pouvoir le dire, ineffable, ça ne veut pas dire que je suis incapable de le penser. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites justement, tu sais, c'est souvent sur les Indiens Kayapo, tu vois, ou je sais pas qui. Là, je pense aux Inuits, par exemple. Oui, voilà. Les nuances de bleu. Les gens qui sont loin, etc. Oui, les nuances de bleu, tout comme, ou les Aïbara et les nuances de vert. Mais il y a plein de trucs comme ça. Et qui, en fait, souvent, sont souvent en lien avec cette hypothèse de Sapir-Whorf, quand c'est des histoires de couleurs, qu'on essaye de leur faire voir qu'il y a d'autres couleurs, mais ils la voient pas parce qu'ils la nomment pas. Et au final, oui, ils finissent par la voir, mais plus longtemps. Ils mettent plus longtemps à le reconnaître. Du coup, bref, il y a pas mal d'expériences. Les linguistes, les scientifiques ont démontré que effectivement, ce n'est pas parce qu'on peut pas le dire qu'on peut pas le penser. Mais du coup, pour compenser le fait qu'on ne le dit pas directement, qu'il n'y a pas un mot associé, on va plutôt faire des combinaisons de mots. Ou faire des combinaisons de mots déjà existants, ou le piquer au pays voisin. Par exemple, le mot, je sais pas moi, en français, science, ça vient de scienza en latin. Ça arrive très tard, on l'a repiqué au latin. Et puis à chaque fois, en fait, les langues, quand elles n'ont pas un concept et qu'elles ont besoin de le nommer, soit elles le piquent au voisin, plus ou moins direct, soit elles vont faire des associations d'autres mots pour créer le concept, quitte pas forcément en les collant, tu vois. Mais dans 1984, justement, c'est 3 États, quoi. Ils peuvent pas aller chercher oui, ces 3 parties. Complètement. Ils sont chacun chez eux. Mais il faut pas se méprendre. Il y a 2 choses. Déjà, finalement, comment dire, Langsoc, qui est c'est ça, Langsoc. Langsoc, qui est le pays, plus ou moins la région. C'est le parti, ça, je crois, Langsoc. Oui, mais ça signifie aussi c'est la zone, c'est la ville, c'est la ville où il y a les ministères. Non, c'est la ville où il y a les ministères, c'est ça, les membres du parti. Ouais, il y a quelque chose. Je me rappelle qu'il y a une histoire comme ça. Il y a plusieurs quartiers, il me semble. Et pour le coup, la novlangue qu'elle produit est destinée dans le discours aux prolétaires, parce que le parti est censé être au service du prolétariat. Seulement, dans les faits, ayant supprimé l'école, n'ayant aucun vecteur de novlangue dans la culture vis-à-vis des 98% que constitue le prolétariat dans cette population, machin. En fait, eux continuent à parler, je sais plus comment ils s'appellent, l'ancien, non. Le bien parler, je crois. Non, l'ancien, tu sais, comme avant la novlangue, c'est pas l'anglais, mais ils appellent ça l'ancien. Je sais plus. Enfin, il y a un truc comme ça, il y a un truc comme ça, pour dire en fait l'ancienne langue. Et pour le coup, les prolétaires continuent de parler l'ancienne langue, en fait. À aucun moment, alors que dans le livre, je me demande si on n'en est pas à la 10e édition de Dico, mais il y a un truc comme ça, à base au final, ceux qui utilisent la novlangue, ce ne sont que les gens du parti, pour signifier entre eux qu'ils en sont, en être ou ne pas en être, tu vois. Ouais. Le para-shakespearien, bon. Et il y a beaucoup cette idée de les journaux vont être écrits comme ça, la culture va être produite comme ça, et au final, ça va beaucoup servir de critère sélectif qui va empêcher le prolétariat de rentrer dans l'élite, on va dire, dans l'élite que constitue le parti dans ce monde-là, et même s'il n'y a aucune loi qui leur interdit, mais ils vont pas y arriver, parce qu'ils n'ont pas accès à la novlangue, qui finalement sert de critère de sélection à l'élite de l'univers de Winston, quoi. Peut-être, je sais pas. Là, j'ai l'impression que là, c'est un peu voir avec un regard subjectif, personnel. Ah ben c'est complètement ce que je dis là, c'est une lecture personnelle, attention. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on voit ça sous le prisme de la manière dont il faudrait concevoir la réalité d'aujourd'hui. On n'est pas... Ouais, non. Ah. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas. J'ai l'impression qu'en général, c'est plus une erreur qui est faite, comme on disait un petit peu tout à l'heure, par un certain nombre d'éditorialistes, qui vont dire oui, mais ça c'est de la novlangue. Alors, quand c'est de droite, ils vont dire oui, voyez,
les queers, les non-binaires, tout ça, c'est de la novlangue, tu vois. Ouais. Et puis de l'autre côté, on va dire oui, les taux de croissance négatifs, c'est de la novlangue. Je vais dire c'est de la connerie. C'est de la novlangue. Parce que c'est toujours un taux de croissance, mais juste il est négatif. Hein. Bon, c'est pas une récession, attention. Je dirais, je vais pas dire que la surveillance est nécessaire. Je dirais que elle est naturelle dans un État, mais un État doit aussi accepter que les citoyens puissent avoir des dispositifs de contre-surveillance. Mais il faut que ça reste dans le cadre du bon enfant, tu vois ce que je veux dire? Je ne vois pas du tout ce que tu veux. Dans le cadre du bouquin, par exemple, quand c'est pour écrire des pensées un peu subversives, même si c'est pour les dire, je pense qu'il ne devrait y avoir aucun problème particulier, il ne devrait pas y avoir de... Mais du coup, à quel moment elle est là, la surveillance? Après, il y a la surveillance passive, la surveillance active, on va dire. Il y a tout un tas de manières de surveiller les gens. Ah bah oui, bien sûr. Il y a le rappel à l'ordre et puis il y a ce qui ne se fait pas. Il y a ce qui ne se fait pas, et puis il y a aussi, du point de vue, on va dire, de la souris et du chat, il y a le chat qui va peut-être surveiller la souris par sa présence, et puis des fois juste par son absence. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Le chat, il est toujours un peu loin à regarder. Je sais plus comment s'appelle cette tour en prison. Le Mirador. Non, tu sais, la tour centrale. Oh oui, ça c'est... Ouais. C'est l'idée. Je sais plus si ça vient de John Nash et de la théorie des jeux ou si ça vient de Foucault même, qui imagine ça. Je me rappelle plus. Mais oui, ouais, il y a ce truc où est-ce que tu peux tout le temps être surveillé éventuellement, mais tu sais pas. Le potentiel, le fait de savoir qu'on peut être potentiellement surveillé, c'est plus efficace que la surveillance en elle-même. Mais aujourd'hui, avec les téléphones, avec disons, tout ce qu'on a qui est, mine de rien, rattaché à Internet, donc piratable, Ouais. même si je fais un raccourci en disant ça, hein, c'est pas exactement ça. Non, typiquement, on peut même pirater un Roomba, tu sais, les robots, tout ce qui est en Ouais. Wi-Fi, tout ce qui est en... Oui, d'accord, mais je veux dire, t'as quand même des modes d'exploitation qui sont très proches de la machine et qui sont très difficiles à pirater parce que le moindre Et clic justement, demande... pas vraiment par un État. Tu vois, les États, ils ont des moyens que... En fait, là où ça va être compliqué, ça va être de mettre en place des canaux de discussion complètement intouchables, si tu veux. Non, ça doit pas exister. Ça, à partir du moment où tu peux discuter à distance, tu peux dire tout et n'importe quoi. Ça, c'est pas forcément bon. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Je pense on aura plus tendance à avoir des conversations irréfléchies à distance. Par le fait que la conversation peut être spontanée, pas forcément voulue des deux côtés. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me rappelle d'un moment, après, je devais avoir, je sais pas moi, entre une dizaine et une quinzaine d'années. Ça m'a suivi longtemps. Hein. Jusqu'à 20 ans, je faisais cette connerie. Je sais, après, en fait, c'est pas après 2001. C'est après les premiers trucs de Julian Assange, il me semble. Où est-ce qu'en gros, ça disait des trucs sur une surveillance généralisée déjà. Prisme, c'était à l'époque, 2012. Le pire, ça a été, de toute façon, Snowden avec ça. Hein. Ouais. Qui a montré que comme la NSA écoutait les 2 tiers de la planète, quoi, tu vois. Et puis au calme, hein, quoi. Et puis, ouais, non, mais au calme, et en plus avec pas les moyens de traiter toute l'information qu'ils recevaient. Donc en plus que ça servait pas forcément à grand chose. C'est ça, c'est le côté vraiment de titan qui mange. Là... Oui, c'est ça. Et pour le coup, ça... Il y a ce truc où au téléphone, je disais, des fois sans raison, je disais « Allah Warbat », tu vois, enfin des trucs comme ça, tu vois. Ça arrive à tout le monde, ça. Par goût de provocation envers Big Brother, justement. Ouais, il paraît que c'est que la 3e qu'on a écouté. Avec des trucs comme ça, et en relançant la machine. J'avoue que, en fait, j'entendais justement des hackers parler de ça, et je trouvais ça très pertinent comme analyse. C'était une hackeuse d'ailleurs, en l'occurrence. Une femme à capuche derrière son ordi. C'est ça. Alors là, sans la capuche, et puis il n'y avait pas d'ordi, c'était en interview. Mais c'était une femme, effectivement. On a toujours cette image du hacker, tu sais, avec sa capuche. C'est ça. Mais pour le coup, ouais, il y a ce truc de... Elle disait, aujourd'hui, si tu fais de la low-tech, tu reviens à des téléphones anciens sans Internet, etc., si tu fais ça, que tu utilises des ordinateurs cachés, etc., au final,
ton activité va quand même se voir, et au final, tu vas plus briller justement parce que tu n'es sur aucun réseau social, etc. Alors que ça etc. devrait être un droit aussi, de pouvoir s'extraire, vivre dans une clandestinité numérique. Oui, alors, mais c'est là où c'est une vraie question. Aujourd'hui, on ne permet pas la clandestinité dans nos systèmes. D'ailleurs, je connais pas... Numérique. Oui, mais à partir du moment où est-ce que... numérique. Je sais bien que tu faisais pas un appel au maquis, mais mais pour le coup, il y a ce truc de maintenant que la composante numérique est de plus en plus part du système et à tellement de niveaux, c'est-à-dire que cette semaine j'ai dû passer voir ma fiche d'impôt, je suis allé sur Internet. Et de plus en plus, maintenant, ici nous t'as la compte Amélie, puis le machin, puis en gros tout ça se fait sous un seul machin sur Internet. Ouais. Si je demande un certificat de décès, machin, Internet, etc., etc. Beaucoup d'achats sur Internet. Donc, à partir du moment où c'est à ce point entré dans le système, pourquoi est-ce que l'État ferait des efforts pour faire à cet endroit-là ce qu'il ne fait nulle part ailleurs, c'est-à-dire permettre une alternative à son système? Pourtant, tu vois, combattre lui-même son hégémonie. Pourtant, il y a un vrai pendant. Là, si on parle d'Internet, j'enfonce une porte ouverte, mais il y a deux types d'Internet. Il y a l'Internet qui est accessible par les robots, le type web, tout ça, avec tous les fantasmes que ça implique, et l'Internet normal. C'est-à-dire que ça reste quand même ça reste quand même un terrain de liberté, Internet. Oui, pour le coup, toi, tu utilises... C'est très difficile aujourd'hui. Enfin, toi, tu as quel usage d'Internet? YouTube, Netflix, en vrai. Et l'information, naturellement. Tout ce qui est trait à l'information, l'actualité. Mais du coup, tu vois bien que... Enfin, tu utilises Google, tu utilises... Oui. YouTube, tu es connecté à ton compte Gmail, j'imagine, etc., etc. Quelques détails près, mais oui. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est... Enfin, tu n'utilises pas Tor sur un système d'exploitation qui est plus vendu à Leclerc. Non, je ne suis pas sous Linux, non, ça non. Donc, il y a vraiment... Tu es surveillé sans que ça te gêne? Ben, dans l'utilisation que j'en fais, il n'y a aucun problème. C'est pas... Et pour le coup, parce que tu n'as rien à te reprocher. Pas exactement, parce que si je peux mettre en place des moyens de plus ou moins de défense, via des VPN, via des proxys, pour ce qui est d'Internet, quoi. C'est vrai qu'à ce moment-là, ça fait comme une tâche vide, et c'est vrai que c'est brillé par son absence plus que le reste, mais... Non, je pense qu'il faut accepter un genre de violence induite. On peut l'accepter que si on a les moyens de s'en prémunir. Et de toute façon, à un moment donné, elle est toujours légitime. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est-à-dire? Mais ce qui est fait par une majorité, je pense, c'est toujours fait dans un optique de bien commun. Parce qu'après, ça dépend comment on se réveille le matin. Il y en a qui sont... Ils disent, bon, allez. Je serais plus mesuré que ça. Oui, non, mais attention, là, je parle avec des pincettes, tu sais, en paillettes. Genre le monde il est beau, mais parle-en à Eric Zemmour. Ça vous fait moins rire là. Ça vous fait moins rire, hein. On rigole moins, hein. Il a dit enculé là. Non, il fait vous reculez. Non, oui, vous reculez. Ah oui. Bon, là-dessus il avait pas faire ça. Tu braques pas quelque chose que tu ne veux pas détruire, point final. Oui, non mais alors ça... Maintenant que ça s'est dit, c'est vrai que c'est rigolo. Non, mais ce qui était marrant, c'est que tu avais le truc, en plus le pétard qui doit faire à peu près sa taille et son poids, tu vois. Si j'ai pas de conneries, c'est un 308, c'est quand même assez gros. Alors oui, non mais tu vois bien ce qu'il porte. On est d'accord que c'est un calibre pour coucher un moteur, tu vois ce que je veux dire. Précisément. Et non mais et donc lui qui le porte alors qu'il doit bien faire le poids d'une boîte de munitions, tu vois. Même l'image elle est fantastique. Lui, les médias qui crachent dessus, lui qui arrive avec un pistolet ridiculement gros, on dirait Fortnite, tu sais, on dirait un skin. Le skin Gargamel. Ouais. Ah, c'est pas bien de se moquer. On rigole, mais... Ah, mais c'est bon. C'est tout ce qui nous reste. Déjà qu'à la base, on n'avait pas grand-chose. C'est ça. Mais oui. En tout cas, oui. Mais non, par exemple, une violence gouvernementale, une violence policière,
tout type de, je dirais, d'interaction qu'on peut avoir avec le gouvernement, une interaction violente. Et puis la violence, c'est pas toujours mal, c'est pas ce que je veux dire. Mais je pense qu'il ne faut l'accepter que si on est capable de s'en prémunir, quoi. Je parle pas de piéger sa maison, d'attendre avec des fusils dès qu'il y a un problème. Mais plus pour ce qui est toujours du numérique, parce que c'est juste ça. Après, le reste, il n'y a pas de réel problème là-dessus. Mais non, avoir des VPN, avoir ne serait-ce qu'un coup de vernis sur la webcam, c'est la base, de toute façon. Oh, mais alors pour le coup, oui, effectivement, pas tout le monde va faire ça. Et puis pour le coup, la cam, maintenant on n'en est plus là. Maintenant, ce qui est risqué, c'est qu'on sache ta position, toutes tes données bancaires, tous tes machins, juste parce que t'as cliqué sur un lien qu'un pote t'a envoyé, mais en fait, il avait été piraté lui-même. Et puis du coup, c'est par un prince au Nigeria. Par exemple. Mais ouais, tout à l'heure, on me disait Zemmour. Est-ce que tu le mets dans... Est-ce que tu as déjà écouté ce gars-là? Est-ce que tu t'es déjà dit tiens, en voilà un qui utilise la novlangue? Non, c'est plus un genre de... Je le vois vraiment comme un genre de... Oui, un viriliste. Tu vois ce que je veux dire? Il a un discours Il a le discours qu'on veut entendre quand on a 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ah, que certains, oui. Que certains. Puis je dis qu'on veut, c'est-à-dire... Tu veux dire quoi? Que c'est genre quand à 20 ans on peut être un peu fragile et diminué, on a besoin de quelque chose pour nous peut-être pas fragile et galvaniser, diminué, mais voilà, en tout cas il a ce côté galvanisateur. Mais ouais, non, il y a ce truc où on se sent... Il galvanise même des gens qui sont de bord politique inattendu. Ah oui, bien sûr. C'est incroyable. Mais c'est par ce côté, je pense, un peu, oui, viriliste. J'arrive à parler, il a des... À chaque phrase, c'est une punchline. Tu vois, genre, ne serait-ce que quand c'était calculé de braquer les journalistes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui, même si il pèse un petit peu moins que la bière que j'ai dans la main, il va quand même dans son costume bomber le torse. Tu vois, il va être devant, en tout cas dans l'image, c'est un genre d'Astérix. Enfin... Bien gaulois. Ouais. oui. Enfin, pas... Ça, c'est leur problème à eux. Tu vois ce que je veux dire? De mon point de vue, bon. Ouais, enfin, c'est leur problème à eux, mais enfin, jusqu'à une certaine limite. Parce que disons que, malheureusement, si un gars comme ça, il est élu, enfin, on va le sentir aussi ici, parce que pour le coup, ça va... Je sais pas ce que je veux dire, mais... Enfin, un gars comme ça, ou je dis même une Marine Le Pen, mais des gens comme ça qui sont élus, pour le coup... Il y a un problème de politique, ça c'est... C'est-à-dire? Mais un problème de choix politique. C'est toujours comme dans South Park on dit ou la poire ou le sandwich. Oui, c'est la poire à... La poire à lavement ou le sandwich au caca. Voilà, c'est ça. C'était ça, oui. Et là, c'est pour pas dire la peste et le choléra, parce que je pense en que fait, là où je serais à peine plus mesuré, c'est évidemment que le programme... la manière dont a été dirigé le pays depuis bientôt 5 ans et ce qu'aurait fait Marine Le Pen ou ce que prévoyait de faire Marine Le Pen est très peu différent. En particulier depuis l'entre-deux tours où est-ce qu'elle a cédé contre les 2% et quelques, ou peut-être 5, enfin tu vois, un truc ridicule qu'avait fait Dupont-Aignan. Même pas 5% en plus. Elle avait deal contre ça le fait de pas sortir de l'Union européenne. C'était une dernière pirouette avant le premier tour. Et il y avait vraiment ce truc de... Il y a vraiment ce truc de... Dans les faits, il n'y a pas vraiment de différence. Seulement, je pense que si une Marine Le Pen passait, ou pire, qu'un Zemmour passait, il y a un certain nombre d'associations, il y a un certain nombre de personnes qui se sentiraient légitimes à refaire des ratonnades et des massacres et des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Donc au final, peut-être que le problème viendrait bien entendu du pouvoir central, mais j'ai envie de dire presque pas plus qu'il l'est déjà. Je dis bien presque pas plus qu'il l'est déjà. Au final, ça viendrait de tous ceux qui se sentiraient confirmés dans leur peur, leur haine. Justement, là, on en revient pour se prémunir d'une violence qui est légitime pour eux. C'est-à-dire que pour eux, ils vont appliquer envers les gens qui ne sont pas forcément d'accord, ou en tout cas, ou les gens qui seront désignés comme, hypothétiquement, comme cible. Effectivement, il faut pouvoir se prémunir du type de violence qui peut arriver. C'est en ça... 1980... Comment tu fais ça?
Bon, à ce moment-là, on va parler de survivalisme, de choses comme ça, parce que ce serait un genre d'effondrement sociétal. Hein, mais pourquoi pas? Si comment tu fais, toi? Raconte-moi. Et... Tout dépend du genre de collapse qu'il va y avoir, qu'il peut y avoir, qu'il va y avoir n'importe quoi. Ou qu'il y a déjà. Voilà. Il y a des gens qui pensent qu'on est déjà les deux pieds dedans. C'est vrai que quand on dit effondrement, on voit un château de cartes qui tombe, mais... Mais c'est un processus. Ouais, c'est plus un arbre qui vieillit, quoi. Et du coup, est-ce qu'on le sentirait vraiment? Est-ce que tu penses que il y a ce moment où tu te dirais c'est maintenant qu'il faut partir dans la forêt? Partir dans la forêt, non. Je pense. Bon, nous en Corse, hein. Je pense qu'on a cette chance de pas avoir à partir prendre le maquis s'il n'y a pas de gens plus déterminés qui viendraient nous y contraindre. La question n'est pas là. Non, c'est plus un genre de... Oui, il y aura un déclic. Il peut y avoir un déclic, notamment quand il y a eu plusieurs émeutes, même des grands mouvements sociaux qui ont paralysé des pays entiers, même comme maintenant au Liban. Quand les gens... au Liban. Quand les gens commencent à avoir faim, c'est là qu'il y a vraiment un problème et qu'il y a des risques de guerre civile. Bon, au Liban, c'est pas à cause de la famine qu'il y a eu donc une reprise des tirs, c'était par rapport à un procès. Enfin, un procès par rapport au procès. Ça m'est pas arrivé. Je pêche en faux, là. La semaine dernière, c'était le Hezbollah et... J'ai vu qu'il y avait des choses qui se passaient en Asie mineure, mais j'ai pas... Non, là, c'était par rapport donc au juge qui devait juger l'affaire de l'explosion qui a eu l'année dernière dans le port de Beyrouth. Ah oui. Le Hezbollah et plusieurs autres associations islamistes, enfin, je sais pas si c'est islamiste, en tout cas, associations affiliées au Hezbollah ont demandé à ce que un juge soit démis et remplacé par un autre qui a été refusé. Et pourquoi ils demandaient ça? Ça, je sais pas vraiment. Mais en tout cas, le contexte est là. Le mystère continue. Le mystère. Il y a eu 8 morts, je crois, au dernier. Non, ça s'est tiré dessus. Ah ouais, quand même. Ah oui. Là, c'est un effondrement avec soin et lumière. C'est-à-dire que là tu le sens. Là, oui, mais dans un mois, il y aura cette histoire-là. Mais je veux dire, la cohésion de l'État sera pas mise en demeure. Non, ça change. En fait, c'est pas. Du coup, est-ce que c'est vraiment un collapse à ce moment-là? En fait, en survivalisme, on parle de rupture de la normalité. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs sortes de normalité. Et comment on fait pour détecter une rupture de la normalité? Un accident de voiture. Un accident de voiture, c'est une rupture de la normalité. À ce moment-là, un survivaliste aura tendance à avoir dans sa voiture de quoi soigner ce qui est possible, de quoi un téléphone de rechange, des trucs comme ça. Oui, mais à l'échelle d'une société, c'est quoi l'accident de voiture de la France? C'est l'accident diplomatique majeur, c'est des trucs comme ça. Oui. Le Covid, par exemple? Le Covid aussi, oui. Mais le Covid, c'est plus interne. C'est une vraie maladie et ça a rendu malade des pays. Mais pour le coup, ça a créé même des récessions par endroits. Est-ce que ça aurait été le moment, du coup, de prendre la poudre d'escampette? Non. Il y a eu un point de bascule qui n'a pas été saisi, je pense. Par, j'allais dire, tout ce qui est gilets jaunes, tout ce qui est groupes sociaux contestataires. Tu vois. Et je ne sais pas si c'est un point de bascule qui n'a pas été saisi ou qui n'a pas eu peut-être le point de levier. Tu as vu qu'en ce moment, il est question que ça revienne. Oui, j'ai vu, ils vont reprendre les ronds-points. Bon. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que c'est pas eux les vraies bonnes victimes de la novlangue? Et ils en ont plein le cul. Alors, en avoir plein le cul, ça, ils en ont plein le cul. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est bien vrai. Et... Non, tellement qu'ils vont aller jusqu'à aller sur les ronds-points mettre le feu des fois. Mais après, c'est des victimes, oui. Enfin, on est tous des victimes. Hein. Il y a plusieurs formes de violence, quoi. Ouais, j'avoue que moi, je sais pas si tu te rappelles. Mais après, toi, c'est vrai que tu es aussi, tu es pas forcément que en Balagne. Mais quand il y avait la première vague Gilets jaunes pas loin de chez moi, les ronds-points ils étaient occupés par des espèces de mini-fachos. Et en plus, je le savais parce que je devrais pas le dire, mais il y a quelqu'un, ouais, on va dire ça. Il y a quelqu'un de mon voisinage qui descendait régulièrement et qui, voilà, tu aimes pas trop les Arabes, tu vois.
pas jusqu'à un truc maladif, mais quand même, tu vois. Et à l'époque, j'étais monté, il y avait Simeone et Talamone qui avait reçu une délégation de Gilets jaunes. Avec dans la salle, il y avait aussi le patron de Vito, je pense, ou du distributeur en Corse d'essence, un truc comme ça, et des syndicats des associations de consommateurs, surveillance de la consommation, machin, spécialisés du coup dans le carburant, bien entendu. Et à l'époque, j'étais à côté de quelqu'un qui me disait oui, je suis de Calvi. Moi, je suis à une demi-heure, tu vois, un truc comme ça. Ah ouais, mais moi, j'ai fait une demande de HLM, et puis, comme par hasard, c'est des Arabes qui y sont, quoi. Et du coup, moi, je peux pas faire... Ça fait 8 ans que j'attends, 8 ans. En plus, c'est des gens, t'as beau leur dire, oui, mais tu sais, en général, en moyenne, si tu t'appelles Lou, tu vois, si tu t'appelles... Enfin, c'est un nom marocain ou je sais pas quoi... Eh ben pour le coup, t'as entre, je sais plus, un truc comme 2 ans et demi ou 3 ans de plus à attendre. Alors personne, oui, elle attend 8 ans, mais en général, les gens, ils auraient attendu 11 s'ils s'étaient appelé machin, tu vois. S'ils s'étaient appelé Mohamed. C'est ce qu'on constate en France aujourd'hui. Hein. Bon, c'est peut-être pas le cas dans tous les pays, mais en tout cas au moins chez nous, quoi. Ouais. Et donc il y a ce truc de... C'était pas forcément des gilets jaunes avec qui j'avais envie d'aller me frotter. Et puis après, il y a aussi d'autres gilets jaunes, comme montré là dans le Je veux du soleil là de François Ruffin, qui pour le coup sont un peu plus fréquentables, quoi. Enfin, en tout cas, qui me donnent plus envie d'aller les voir, quoi. Ouais. Après, ça a été appelé le catalyseur des crises sociales. Il y avait de tout dans les gilets jaunes. Bien sûr. Mais ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait de tout, mais que ça a donné un coup de pompe politisant. Je veux dire, là, si tu veux, s'il y a un geste politique de tout le quinquennat, c'est enfoncer je sais plus quel ministère, là. Tu sais, ils sont arrivés avec un porte-palette, là. Ils ont enfoncé la porte de je sais plus quel ministère. Ça, ou peut-être casser la vitrine du bar où ils fêtent leur victoire, là, Sarkozy et tout, là, je sais plus comment ça s'appelle. Là. Ah oui, sur les Champs-Élysées, là. Ouais, un truc, enfin bref. Ça, si tu veux, c'est les gestes politiques pas de l'année, du quinquennat, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, quand même. Il y a quand même il y a une image, tu vois, bien sûr que c'était pas pour renverser le gouvernement, mais casser le truc, il y a une image. Ça m'intéresse déjà un peu plus. Après, il y avait une composante qui, moi, presque me rebutait. C'était le fait que je peux la comprendre, d'autant plus que je pense dans une certaine mesure je la partage, mais il y avait quand même cette chose proprement opposée à l'anarchisme qui était d'attendre quelque chose de l'État, d'attendre une justice, d'attendre, tu vois. Et là, il y avait cette foi qui, je dis bien, enfin je précise anarchiste politique, hein, c'est-à-dire que l'anarchiste politique conséquent, autant que possible, n'attend rien de l'État, tu vois. Et donc même si c'était à gauche jusqu'à un certain point. Mais il y avait quand même des points d'anarchie dans le sens où il y avait de l'auto-organisation, il y avait de la connaissance, de la mise en délibération, sans aller justement en voulant éviter jusqu'au bout le fait de créer un parti politique, d'avoir des représentants politiques, même si on a eu il y a quelques têtes qui sont sortis du lot, mais tu vois ce que je veux te dire, il y a quand même ce truc. Ils ont été mangés par les autres, quoi. Notamment la France Insoumise qui les a pris, quoi. Il y en a 2 qui sont députés européens, si je dis pas de conneries. De quoi? De Gilets jaunes? Ouais, ou qui maintenant qui travaillent au Parlement européen. Je sais pas. Je sais que Ça a vérifié. Mais... Ouais, ça me dit rien. Non, je sais qu'il y en a qui ont... Je sais plus comment ça s'appelle. Ça me parle. Il y a une femme qui avait essayé de se présenter à la députation. Ah, voilà, non, il s'était présenté, c'est ça. Et elle s'était fait pourrir complètement en mode, non, tu sais quoi, te sers pas de nous pour machin. Ouais, sauf que la meuf... il y avait une grosse polémique. La meuf était sincère. Mais en fait, on s'en bat les couilles. Parce qu'on peut pas savoir si t'es sincère. On peut pas savoir jusqu'à quand tu seras sincère. Donc en fait, on veut pas être représenté politiquement. Et il y avait presque un réflexe de pureté militante, gauchisante, inconsciemment bourdieusienne dans tous les cas, la structure sera plus forte que moi, donc je ne coopère pas avec la structure.
Tu vois, et pourtant, en même temps qu'il y avait ça, il y avait ce truc de attendre toujours quand même quelque chose de l'État. Bon, c'est paradoxal, hein, mais je sais pas, j'aimerais bien voir à quoi ça va ressembler si ça reprend, quoi. Est-ce que j'y descendrai ce coup-ci? Non, moi, en vrai, toujours pas. Moi, c'est salissant. T'en fous, t'as l'option survivaliste. C'est un peu ça. Oui, c'est comme ça que... Est-ce que justement cette propension, cet intérêt pour le survivalisme, finalement, ça t'éloigne pas de la politique? Ça te donne, d'une certaine manière, une bonne raison, ou une bonne excuse, ou tu vois, une bonne raison, ouais, disons, de pas s'y intéresser. Dans tous les cas, si ça part en couille, je peux partir avec mon arbalète. Après, honnêtement, je pense pas que ça partira en couille au point je pense pas que ça parte en couille au point qu'on se tire dessus ou quoi que ce soit. Mais non, de toute façon, le survivalisme, enfin, la politique en général, même ne pas s'y intéresser, c'est faire de la politique. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est continuer l'existant. C'est ça. Non, même, c'est... Ah bah déjà. Oui, non, bien sûr. Si tu te poses pas la question, tu refais ce qui existe déjà, donc en fait tu perpétues l'existant. Non, mais ce que je veux dire, c'est la politique, même si on a tendance à penser qu'on la regarde à la télé ou dans un cadre, ou à voir ça comme un genre de théâtre, c'est quand même quelque chose qui va régir la vie quotidienne, en général. Oui, complètement. Mais... être survivaliste, c'est pas forcément ne pas s'intéresser à la politique, et c'est pas non plus se cacher dans les buissons comme dans Pokémon ou quoi. Mais c'est plus avoir les États sont les premiers survivalistes en faisant des stocks. Les magasins font des stocks. Le survivalisme, c'est beaucoup de stocks. Alors, en France, il y a, je crois, c'est 21 jours de stock. Si on n'est plus approvisionné pendant, et encore, je dis ça pour la bouffe, mais au niveau de je me demande si au niveau des carburants, c'est même pas moins. Enfin, tu vois. C'est pratique, ça. Ben, on sait quoi bloquer, quoi. Je veux dire, c'est un truc. Si on veut pouvoir utiliser notre lit qui fait table basse, il y a un moment, il va falloir s'y mettre. C'est sûr. Jusqu'à quel point, aujourd'hui, avec le recul, après 10 ans de temps qui te sépare de Orwell, à quel point tu t'en sers, comment dire, oui, à quel point tu t'en sers comme prisme de lecture, tu vois ce que je veux dire? Je te dis, c'est un genre de doudou. Vraiment, 1984, c'est quelque chose... Donc tu t'en sers encore maintenant? Oui, parce que le doudou, en général, il y a un moment où quand même on le laisse. En ce qui me concerne, le doudou, je l'ai eu assez tard. Hein. J'ai eu un doudou à 8 ans. Ah oui. Je crois que tu allais dire encore plus tard. Je veux dire, comment elle s'appelle? Non, je parle d'une peluche. Et non, mais c'est pareil, il est venu assez tôt dans un genre d'enfance politique, 1984. J'étais enfant dans ma tête. Et c'est devenu, un genre de calque complètement pour voir tout ce qui m'est donné d'un gouvernement, d'un État, d'une hiérarchie. Il y a toujours, pas toujours, parce qu'il y a quand même de la bienveillance qui existe. Quoique 1984 soit pas vraiment malveillant. Hein. C'est pas de la méchanceté pour de la méchanceté. Tu veux dire quoi dans son contenu? Parce que dans l'intention, c'est une mise en garde, quoi. Ça, c'est... Dans le contenu, je dis. L'histoire qui est dépeinte n'est pas foncièrement méchante. C'est pas une espèce de Frankenstein qui... Putain, quand même. C'est plus... le contrôle, on arrive à un point où c'est mauvais, quoi, je veux dire. Oui, mais il n'y a pas de... C'est si pas un méchant de James réponses, Bond qui veut détruire le monde pour détruire le monde. Là, il y a quand même une volonté d'une élite qui va... Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Oui. Bolchevique, il a un nom pour ça, il appelle ça le syndrome Magneto. C'est quand on a tendance à juste dire ils sont méchants, alors qu'en fait, juste ils veulent essayer autre chose. Tu vois? Et du coup, il y a ce truc de... effectivement, Magneto, lui, veut juste essayer autre chose. Et pourtant, il va se faire... on va dire, non, mais c'est parce qu'il est méchant, en fait. En fait, il se sert de ça comme excuse. Mais effectivement, Big Brother, ils y croient, à leur truc. Ouais. C'est pas pour être méchant, quoi. C'est parce qu'ils y croient. Et pour atteindre le but en soi qu'est le pouvoir.
Après, justement, tout à l'heure, on disait, je sais plus comment il s'appelle, la Gollnisch, Goldberg. Enfin, oui, il y a le Goldstein, voilà. Goldstein. Le chef de la résistance dans 1984. Ouais. Il a un discours sur la révolution, il me semble. Moi que je confonds, mais il me semble qu'il a un discours sur la révolution disant les marchands se sont servis des classes populaires pour renverser les rois. Un truc comme ça. Sous-entendu, maintenant, la nouvelle élite, c'est des techniciens, c'est des machins, mais c'est toujours pas les prolos, quoi. C'est toujours pas le peuple, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce discours est écrit par le parti. Goldstein, c'est une image du parti qui n'existe pas, quoi. C'est magnifique. Enfin, c'est magnifique. C'est machiavélique au possible, c'est un plan parfait, c'est en ça qu'il est beau, comme une horlogerie huilée, mais pour donner quelque chose un peu horrible, là. C'est montrer une porte de sortie pour que tout le monde y aille, pour canaliser. Au final, c'est quand même montre d'une grande lucidité de comprendre qu'aucun système ne peut avoir son pourcentage de dissidents, quoi, on va dire. Et pour le coup, les canaliser, les reconnaître et ensuite les canaliser pour au final les annihiler, quoi, à chaque fois. Hein. On les pousse à la faute et on les vaporise. Oui, c'est exactement ça. Bon, on arrive malheureusement doucement à la fin de notre petite discussion, mon très cher Guillaume. Des gilets jaunes à Zemmour en passant par Orwell. Est-ce que tu as un dernier mot à nous prêter pour Orwell, pour 1984, pour aujourd'hui? Un seul mot? Ah non, même plus. Parce que là, il m'était venu d'un coup sérendipité. Oui, mais c'est surfait. Oui, c'est vrai. C'est trop nouveau. C'est vrai que ça va bien avec survivalisme. Et oui, avec Orwell en général, quoi. Ouais. Oui. Bon, du coup, on reste sur sérendipité. Sérendipité, ça me paraît pas mal, parce qu'en lisant Orwell, c'est un calque, c'est un manuel de contemplation du monde contemporain, je pense. Du monde à venir, du monde passé, c'est un manuel tout court. Une mise en garde. Oui. Je dis oui parce que pour moi, on dit une mise en garde, mais il s'agit de l'entendre, la mise en garde. Et comme elle n'a pas vocation à être toujours entendue, il vaut mieux se préparer. Je suis plutôt du genre à attacher la ceinture, tu vois. Oui, je comprends. Voilà un très bon conseil de fin. Très chers auditeurs, je vous dis à très bientôt sur Radio Nebia 90.6. À très vite. À bientôt, bonsoir.